Salut à tous! En ces temps de fêtes festifs, on va parler du foie gras. Et oui, cette pauvre volaille dont nous dévorons les viscères chaque année est en fait atteinte d'une maladie également présente chez l'homme, la NASH, ou stéatose hépatique non alcoolique. Stéatose, ça vient du grec. C'est fou ce que vous nous pompez comme vocabulaire quand même. Ça vient du mot stéatos, qui veut dire graisse, et on en rajoute le suffixe ose, qui veut dire qu'il y en a trop. La stéatose hépatique, c'est trop de graisse dans le foie, un foie trop gras. Et oui, parce que la NASH, c'est une maladie qui crée le foie gras chez les oies et que crée le foie gras chez l'homme. La NASH est une maladie parfaitement évitable et pourtant très fréquente. C'est la première cause de pathologie chronique du foie et on estime qu'elle touche près d'une personne sur 4 dans le monde. Le problème, c'est que toute maladie du foie peut entraîner une cirrhose. Toute cirrhose peut entraîner un cancer du foie et tout cancer du foie peut entraîner la mort. Ah bah super l'ambiance de Noël. On fête l'anniversaire d'un mec qui transforme l'eau en vin et qui multiplie la bouffe, et toi tu parles de mourir quand on mange trop. Génial. Pour comprendre comment cette maladie se développe, il faut reprendre des bases anatomiques et biochimiques, mais on y reviendra. Le foie est un organe qui est gros puisqu'il pèse près d'1,5 kg. Le foie est constitué de 2 lobes, gauche et droit, avec un lobe gauche beaucoup plus petit que le lobe droit. Et il se situe dans l'hypocondre droit, qui est la région située derrière les côtes à droite. Quand il est de taille normale, on a beaucoup de mal à le palper puisqu'il est caché derrière les côtes. Le foie fait partie de l'appareil digestif et il a beaucoup de fonctions. Premièrement, il va produire la bile, un liquide jaune-vert qui va être composé d'enzymes et servir à la digestion. Deuxièmement, il a un rôle de filtre un peu comme le rein et il va épurer le sang de tout ce qui n'a rien à y faire pour le mélanger à la bile et que ce soit excrété dans le tube digestif et ressorte sous forme de sel. Enfin, le foie a un rôle métabolique et c'est justement ce qui va nous intéresser. Le foie est l'un des principaux lieux de stockage de l'énergie. Quand vous mangez, tous vos nutriments, glucides, lipides et protéines, sont coupés en tout petits morceaux pour se retrouver sous forme de glucose. Ce glucose va rentrer dans les cellules du foie, du muscle et du tissu adipeux ou tissu graisseux pour y être stocké. Mais le glucose, là comme ça prend beaucoup de place. Le foie va donc coller plusieurs molécules de glucose ensemble pour former une molécule plus grosse, le glycogène. Dans le tissu graisseux ou tissu adipeux, les cellules vont plutôt choisir de coller les glucoses ensemble pour faire des triglycérides, du gras. Mais le gras, c'est une réserve qui est difficilement mobilisable. C'est une réserve à long terme. Mais quand le corps a besoin d'énergie rapidement, quand vous faites un effort par exemple, il va puiser d'abord dans les réserves de glycogène du muscle, puis assez vite dans celles du foie. Le foie est donc un lieu de stockage de l'énergie à moyen terme sous forme de glycogène. Mais quel rapport avec le foie gras de Noël ? Eh bien, quand il y a beaucoup d'énergie à stocker d'un coup, par exemple au moment des fêtes de Noël où on accumule les repas, les plats gras et l'alcool, c'est le tissu adipeux ou graisseux qui va prendre cette énergie et la stocker sous forme de graisse. Bref, on grossit. Mais le foie va également prendre une partie de ce fardeau et constituer lui-même ses propres réserves de graisse en son sein. Là où normalement le foie ne fait des réserves que sous forme de glycogène, ici il a déjà rempli sa réserve et il va donc devoir faire des réserves sous une autre forme, celle des graisses. Sauf qu'il n'est pas vraiment fait pour ça le foie, et toutes les autres cellules qui ont d'autres fonctions dans le foie vont souffrir de cette accumulation de graisse et peuvent se mettre à dysfonctionner, ce qui va entraîner des problèmes hépatiques à plus ou moins long terme. Et oui, souvenez-vous, j'avais déjà théorisé que la bonne santé d'un individu est dépendante d'une balance entre l'alimentation et les exercices. Trop d'alimentation ou trop peu, trop d'exercices ou trop peu, et c'est la maladie. La NASH est donc due à une accumulation anormale de graisse dans le foie due à une alimentation trop riche. Mais comment savoir si on est atteint? Est-ce que ça fait mal? Eh bien, pas du tout. La NASH, le plus souvent, n'engendre aucun symptôme et c'est ce qui en fait tout le danger. On est atteint d'une maladie potentiellement grave mais sans le savoir. Mais alors, quels facteurs doivent faire penser à dépister une NASH? Premièrement, et c'est assez logique, le premier facteur de risque de NASH est l'obésité. En effet, l'obésité est une maladie due principalement à un apport trop important
d'énergie, une alimentation trop riche ou trop riche en graisse. Alors l'obésité n'entraîne pas la NASH, mais elles ont toutes les deux les mêmes bases et les mêmes facteurs de risque, à savoir une alimentation trop riche et trop riche en graisse. De la même manière, toutes les pathologies liées à l'obésité, comme le diabète de type 2 ou l'apnée du sommeil, doivent faire penser à dépister la NASH. Pour simplifier les choses, on a créé une entité clinique qui n'est pas vraiment une pathologie, mais plutôt une synthèse de facteurs de risque, c'est le syndrome métabolique. Il repose sur 5 critères objectifs et on considère qu'une personne est atteinte si elle en coche au moins 3 sur les 5. Un tour de taille supérieur à 80 cm chez la femme et 94 cm chez l'homme, une hypertension artérielle, qu'elle soit traitée ou non, un prédiabète ou un diabète de type 2, qu'il soit traité ou non, des triglycérides supérieurs à 1,5 g par litre de sang, et enfin un HDL cholestérol inférieur à 0,4 g par litre chez l'homme et 0,5 g par litre chez la femme. Pour mieux comprendre à quoi correspondent ces chiffres, je vous invite à regarder la précédente vidéo sur 5 conseils pour garder un cœur en bonne santé. Dans la même veine, il faut aussi regarder du côté des habitudes alimentaires. Nous avons tous un métabolisme et une morphologie différents, ce qui fait que certaines personnes mangent beaucoup, très gras, ont une mauvaise hygiène de vie et pourtant ne grossissent pas. On peut donc très bien avoir une NASH sans être gros. Dans ce cas, le corps va préférer stocker les graisses au niveau du foie qu'au niveau du tissu adipeux et ça ne se voit pas. Et comme pour la quasi-totalité des pathologies, la NASH est probablement en partie génétique. Tous les variants ne sont pas identifiés et c'est une discipline médicale relativement récente, mais il est très probable que certains cas de NASH, surtout les plus sévères, soient au moins en partie génétiques. Là, normalement, vous devriez déjà penser à 2-3 personnes de votre entourage qui pourraient correspondre à cette définition. Et vous êtes en train de vous demander si leur foie à eux pourrait bien ressembler à celui du canard de Noël. Mais comment en avoir le cœur net? Ah, mais oui, Socrate, Platon. Ah, ce bon vieux Platon, il avait une sacrée bedaine. Donc ils auraient pu avoir une NASH. Mais si ça se trouve, ils sont morts de ça. Ah bah non, pas Socrate. Lui, il a bu de la ciguë, ce con. La NASH, comme son nom l'indique, est une stéatose, c'est-à-dire une accumulation de graisse, en l'occurrence dans le foie. Et le meilleur moyen pour voir si un foie est trop gras, c'est de faire une imagerie, échographie ou scanner. Alors on évite de faire des scanners uniquement pour diagnostiquer ou dépister des NASH, mais l'échographie est un très bon examen puisqu'il est non invasif et il n'utilise que des ultrasons, il n'est donc pas irradiant. Ensuite, on a tous les éléments du syndrome métabolique cités précédemment. Trop de sucre ou de graisse dans le sang, une hypertension, une obésité, un diabète sont autant d'éléments qui vont aller en faveur d'une NASH. D'autres indices de la NASH peuvent également se retrouver sur la prise de sang. On peut donc doser les enzymes sécrétées par le foie quand il est en souffrance, les halates et les azates, et si celles-ci sont trop élevées, ce sera en faveur du diagnostic. On dose également une protéine stockant le fer dans le foie, car oui, le foie a aussi pour rôle de stocker le fer de l'organisme. Enfin, d'autres marqueurs servent à évaluer l'élasticité du foie. En effet, plus le foie est abîmé, plus il va être fibreux et moins il va être élastique. Malheureusement, ces marqueurs ne sont pas du tout spécifiques de la NASH et peuvent être anormaux en cas d'autres pathologies hépatiques comme dues à une trop forte consommation d'alcool. Et c'est le dernier point de diagnostic, éliminer les autres causes de stéatose. Alors beaucoup de médicaments peuvent donner des lésions hépatiques, mais ce qui va entraîner des lésions ressemblant le plus à la NASH, c'est la consommation excessive d'alcool. Chose étonnante, le jeûne prolongé, comme prôné par certains gourous de la médecine alternative sur YouTube, va également provoquer des NASH car le corps va vouloir faire des réserves hépatiques de graisse avec n'importe quoi qui lui tombera sous la main. Ah, mais c'est pas vrai ça. Je vous l'ai déjà dit que jeûner des semaines, ça servait à rien. Mais ils m'écoutent pas, hein. La méthode de référence pour poser le diagnostic reste l'examen histologique d'une biopsie. Mais on préfère plutôt se baser sur un faisceau d'arguments que d'aller vous enlever un morceau de foie. Surtout que poser le diagnostic ne changera pas grand-chose. Et oui, car aucun traitement médicamenteux ne permet de guérir la NASH, ni même d'en stopper ou d'en ralentir la progression. Des essais cliniques sont en cours pour essayer de trouver des molécules qui pourraient être intéressantes dans le traitement de la NASH, comme certains sensibilisateurs de l'insuline ou la vitamine E, mais cette dernière a provoqué de très graves effets secondaires et n'est donc pas utilisée de manière systématique et courante.
Dans tous les cas, si un traitement doit être instauré, comme ils sont encore très expérimentaux, ce sera par un hépatologue expérimenté dans un CHU. En fait, la seule chose qu'on fait quand le diagnostic est posé, c'est évaluer la sévérité des lésions et surtout surveiller le foie par des échographies régulières tous les 6 mois ou tous les ans pour dépister une cirrhose ou plus grave un cancer du foie. Mais rassurez-vous, il y a un traitement qui marche très bien dans la NASH et qui peut même faire régresser quasi intégralement les lésions, c'est de changer ses habitudes. Manger moins, manger mieux, plus de fruits et légumes, faire du sport et de l'activité physique régulièrement, bannir l'alcool et les graisses saturées, etc. Une liste de bonnes résolutions qu'on connaît tous mais qui est un peu difficile à appliquer, c'est vrai. Mais ça tombe bien, j'ai justement fait 2 vidéos sur le sujet. Ça tombe bien. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Profitez bien de vos proches pour ces fêtes de fin d'année. Mangez de bons produits, buvez avec modération et j'espère que cette vidéo vous aura appris quelques trucs et que vous pourrez expliquer à toute la tablée pourquoi le foie gras c'est aussi bon. Et buvez du bon vin grec! Hippocrate! Du bon vin grec, avec modération! N'oubliez pas que ces vidéos sont un support ludique et pédagogique et ne remplacent en aucun cas une consultation. Si vous avez un doute, des symptômes importants ou persistants, prenez rendez-vous avec votre médecin traitant. De la même manière, ces vidéos ne traitent que d'une partie du sujet et ne prennent pas en compte les dispositions particulières comme les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants ou les personnes souffrant de pathologies chroniques. Si vous faites partie de cette catégorie, demandez conseil à votre médecin. Hop hop hop, ne pars pas tout de suite. Déjà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si tu l'as aimée, eh bien tu peux la partager sur tes réseaux sociaux préférés et nous retrouver avec Fantine et Hippocrate sur Facebook, Twitter et Instagram. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo et activer la cloche pour avoir une notification dès qu'elles sortiront. A plus!